Ma prof de maths, elle pouvait pas me voir. Elle me mettait tout le temps des observations à cause de mes tics. Elle me disait « Mais arrête avec tes bruits de folle, tu me saoules, c'est insupportable de t'avoir dans mes cours, j'en peux plus et tout. » Puis elle adorait m'humilier en cours aussi. Du coup, on a été voir un neurologue et là, il m'a confirmé tout de suite que j'avais le syndrome de la Tourette. Alors mes tics ont commencé quand j'avais 7 ans. Les premiers signes, ça a été au niveau de mes pieds. Je contractais, je pliais un peu mes pieds dans mes chaussures, ça me faisait des trous. Quand ça a commencé, au début, on s'en est pas inquiété parce que ma mère avait eu des tics quand elle était plus jeune. C'était passé quand elle a grandi, étant adulte, elle n'en avait plus du tout. Ensuite, c'est vite arrivé au niveau des yeux. Je faisais des clignements ou des petites grimaces. En primaire, du coup, quand ça a commencé, les autres ont commencé aussi à le voir. Et là, ça a été plus compliqué pour moi parce que du coup, les enfants ne voulaient pas jouer avec moi. Ils voulaient pas me côtoyer parce qu'ils pensaient que c'était quelque chose de contagieux. Et vu que moi, j'avais pas encore de mots sur ce que j'étais en train de vivre, je pouvais pas leur expliquer. Alors du coup, j'étais seule. On me traitait de monstre. Quand j'arrivais dans un endroit, tout le monde partait en courant. Il y avait une prof qui s'occupait de moi en CE1, du coup. Et je sais pas pourquoi, mais elle me détestait. Je la dérangeais dans ses cours et elle aimait beaucoup jeter mes affaires. Et elle me disait, bon, tu passes toute la journée par terre, dos au tableau, à écrire tes cours. Quand ça lui prenait, elle m'interdisait d'aller en récré. À cette époque-là, j'avais déjà envie d'en finir avec la vie. Et je me rappelle que je comptais combien d'années il me restait avant de pouvoir arrêter de l'école. Parce que c'était déjà un supplice à 7 ans. Mais d'un côté, c'était mon quotidien. J'arrivais pas à voir que c'était pas normal ce que j'étais en train de vivre parce que je le vivais tous les jours. En primaire, j'avais pas d'amis, j'en avais qu'une seule. Elle m'incluait beaucoup à ses amis. Elle prenait beaucoup ma défense et quand elle était là, personne n'osait rien dire. Mais quand elle n'était pas là, on me disait toi tu pars du groupe, on ne te veut pas, c'est une honte d'être avec toi, tout le monde te déteste. Et je me rappelle qu'il y avait une condition, quand elle n'était pas là, je devais être leur chien de compagnie. Voilà, donc elle m'avait donné un nom, je devais aboyer et en fait je me rends compte maintenant que j'étais tellement mal et je me respectais pas parce que j'allais jusqu'à me mettre dans la position d'un chien de compagnie juste pour avoir des amis. Quand je suis rentrée en 6e, j'avais pour espoir que ça aille mieux. Au final, pas du tout. Parce que du coup, ma maladie s'est carrément empirée. Je vivais aussi avec mon arrière-grand-mère et quand je suis rentrée en 6e, elle est décédée. Du coup, j'ai eu un décès à gérer, plus mon harcèlement, plus mon corps qui change et plus du coup, ce que je ne savais pas, mais le pic de la maladie. Donc du coup, mes tics se sont multipliés. J'en avais vraiment beaucoup et à ce moment-là, j'arrivais plus du tout à gérer. Plus je les contenais et en fait, plus ils sortaient fort. En fait, tous mes membres sont tout le temps, constamment en train de se contracter. Donc ça me fait beaucoup de douleurs musculaires. J'ai des tendinites au poignet à cause de mes tics. J'ai plein de douleurs aux épaules, je suis contractée de partout, j'ai des courbatures. Enfin, ça devient à ce moment-là douloureux, physiquement. Il y a aussi un symptôme de la maladie qu'on ne connaît pas, mais c'est l'insomnie. Donc j'arrive pas à dormir la nuit. C'est les seuls moments de répit que j'ai parce que quand je dors, j'ai plus de tics. Mais j'arrive pas à dormir, donc j'en ai encore plus parce que je suis fatiguée. Donc la fatigue augmente les tics et c'est un petit peu un cercle vicieux. Et j'ai surtout des tics qui viennent au niveau de ma voix. Donc je fais des petits bruits, des A, des B, des O. Donc quand je suis rentrée au collège, mes parents ont dit qu'on allait en parler à tous les profs pour que justement ce qui s'était passé en primaire, ça ne se reproduise pas. Malheureusement, ça s'est reproduit en bien pire. Au début, j'essayais de faire de mon mieux pour rester accrochée à la scolarité, aux bonnes notes, aux révisions, aux devoirs, à tout ça. Mais j'ai plus réussi à m'accrocher à ça parce que les profs eux-mêmes étaient très durs alors que c'était des adultes. Je pouvais tolérer la méchanceté des enfants parce que c'est des enfants et que voilà. Mais des adultes, surtout des professeurs, ils sont censés être là pour toi et t'aider, t'accompagner, surtout qu'ils étaient au courant de ce que j'avais. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Notamment ma prof de maths, elle pouvait pas me voir. J'étais son pire cauchemar et c'était le mien aussi. Elle me mettait tout le temps des observations à cause de mes tics.
Elle mettait des motifs nuls en mode tous trop fort. Puis elle adorait m'humilier en cours aussi, devant tous les élèves. Elle me disait « Mais arrête avec tes bruits de folle, tu me saoules, c'est insupportable de t'avoir dans mes cours, j'en peux plus et tout. » Et quand j'essayais de rétorquer en lui disant que c'était déjà très dur pour moi à gérer, elle me disait « Mais moi, ce qui est dur pour moi, c'est de t'avoir tous les jours dans mes cours. » Et quand j'ai décidé d'en parler, j'ai été voir ma directrice. C'était censé être la bonne personne à aller voir. Mais finalement, quand je suis rentrée dans son bureau, elle m'a dit « C'est de ta faute, t'as qu'à te faire soigner. » Donc je suis ressortie, puis j'ai plus jamais été la voir. Et j'en ai parlé à mes parents. Mes parents m'ont demandé d'aller la voir, d'aller la confronter. Et elle m'a traitée de menteuse. J'ai su quelques années après qu'ils faisaient des réunions pour trouver tous les moyens possibles et inimaginables pour me virer de leur établissement. C'était, voilà, on va la harceler le plus possible pour qu'elle puisse dégager de son plein gré de l'établissement parce que c'est pas légal de la virer. Et un jour, il y avait le médecin de l'école qui est venu et en fait elle m'a pris entre quatre yeux, c'était un petit peu un guet-apens. Elle m'a dit que j'étais un gêne pour la société, que j'étais un gêne pour tout le monde. Elle m'a demandé plusieurs fois comment je faisais pour me regarder dans un miroir et m'aimer, que je devais sûrement déranger mes parents, que je gênais les élèves pour leur apprentissage, que je gênais les professeurs pour faire leur travail, que je gênais absolument la terre entière et que j'étais inconsciente de ne pas vouloir me faire soigner, alors que à ce moment-là, je ne sais pas encore ce que j'ai. On croit savoir ce que c'est, mais on n'a pas d'avis neurologique. Et quand bien même, ce n'est pas quelque chose qui se soigne. Elle m'a dit tout ça, et puis elle a fini par me dire de toute façon, je vais appeler tes parents, et si tu ne veux pas aller te faire soigner, j'appellerai les services sociaux. Et moi, mes parents, c'était la seule raison pour laquelle j'étais encore en vie à ce moment-là. Et j'ai eu tellement peur que quand je suis rentrée chez moi, je leur ai dit je veux aller voir un neurologue. Du coup, on a été voir un neurologue et là, il m'a confirmé tout de suite que j'avais le syndrome de la Tourette. Les gens qui ont le syndrome de la Tourette, ce qui insulte, c'est moins d'1% des gens qui ont ça. Donc c'est juste, vu que c'est le cas le plus extrême, les gens ne retiennent que ça, mais le syndrome de la Tourette, c'est pas seulement insulter des gens. Moi, j'ai jamais insulté personne et il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas ça. Donc voilà, c'est un peu un cliché de la Tourette, quoi. Il m'a expliqué que ça se soignait pas, mais qu'il avait une alternative avec des médicaments. C'était des neuroleptiques. C'était pas destiné à me soigner, mais juste à me soulager, à calmer ce que j'avais. Mais il m'a mis en garde sur le fait que j'allais prendre du poids, que je pouvais faire des malaises, que je pouvais tomber en dépression. Du coup, je décide de le prendre. Ça met, je pense, peut-être un mois à avoir un réel effet. J'ai peut-être encore des clignements au niveau des yeux, mais c'est tout. Mais l'histoire est belle à ce moment-là, mais elle est plus très belle pendant... Enfin, ça dégringole très vite parce que je prends du poids, je prends 10 kilos, je tombe dans les pommes très souvent. Puis surtout, en fait, je tombe en dépression très fort. Plus le harcèlement, plus la phobie scolaire, plus tout ce que j'ai à gérer, plus le stress des cours, plus le stress d'une ado, tout simplement. Et à ce moment-là, j'ai commencé à péter un câble. Je devenais méchante avec les gens que j'aimais parce que je ne pouvais pas le faire avec les gens qui m'harcelaient. Je ne gérais plus mes émotions, plus du tout. À l'intérieur de mon corps, j'étais en train de me battre avec un tourbillon d'émotions que j'arrivais pas à contrôler. Quand j'arrive en seconde, à ce moment-là, je change. Je change physiquement, donc je deviens une grande fille. Je commence à avoir des formes. Je commence à devenir un peu plus jolie que ce que j'étais avant. Et je change aussi mentalement. Je décide de plus me laisser faire. Et surtout, le regard des garçons change sur moi. Et moi, je vois toutes mes copines en couple, hyper amoureuses. Je vois tout le monde s'aimer, se tenir la main, nanana. Et puis moi, je suis toujours toute seule. J'ai même pas, ne serait-ce que fait un bisou à un garçon. Et du coup, j'ai envie de vivre ça aussi. Sauf que les garçons, eux, c'est pas ce qu'ils veulent. Eux, ils veulent pas d'une relation, ils veulent pas que je sois leur amoureuse. Ils veulent juste m'avoir dans leur lit. J'étais leur pari préféré. Donc le pari, c'était quoi? C'était, écoute, tu lui parles, tu l'as fait se livrer,
tu lui montres que tu es présent pour elle. Et puis un jour, tu sors de tes cours, tu te retrouves devant tout le lycée entier, le mec en question, et puis il dit devant tout le monde, mais de toute façon, t'es qu'un pari, meuf, c'était un pari. Genre, personne ne voudra jamais de toi. Qui veut d'une meuf qui a la tourette? Qui veut d'une meuf comme toi? T'es juste bonne à baiser. Et tout le lycée qui hurle de rire. Et moi, je me retrouve comme ça. Ok, bon, ben, je vais rentrer chez moi, du coup, c'est le moment de partir. J'étais plus seulement Esmé qui a des tics, le monstre, j'étais aussi devenue une Voilà, j'étais devenue la du lycée. Et en fait, j'en peux plus. Donc, je vais voir ma mère et je lui dis, maman, écoute, je suis en train de me noyer là, il faut que je voie un psy parce que ça va pas du tout. Je vais voir un psy pendant quelques mois. Je lui dis que j'ai envie de mourir. Je lui dis, écoutez, là, franchement, on est arrivé à un point, je me vois plus dans une semaine, je me vois plus dans 2 jours, je me vois plus dans 1 mois. J'ai plus aucun projet, j'ai plus aucune envie d'être sur Terre, en fait. Mon corps me fait mal, ma tête me fait mal. En fait, tout me fait mal. Il n'y a pas un moment où ça va en fait. Donc, il décide de me mettre sous antidépresseurs et anti-anxiolytiques, plus mon médicament pour la tourette. À ce moment-là, je deviens un légume. J'étais en vie, mais c'était, tu vois, mon corps, il s'est mis en automatique. Voilà, j'étais morte de l'intérieur. Il y a un moment où ça allait vraiment, vraiment, vraiment plus. Ça faisait 6 mois que j'étais sous traitement. Entre-temps, le lycée, c'était fini. Et je sais pas pourquoi, 1er janvier 2018, je me dis, that's the moment. Je me suis dit que c'était le moment d'en finir. Du coup, j'ai pris toutes les plaquettes de médicaments que j'avais sous les mains et j'ai tout avalé. Je me suis mise dans mon lit, j'ai attendu que ça se passe. Et j'ai une de mes meilleures copines qui était ma voisine à l'époque. Je sais pas comment elle l'a su, mais elle l'a su. Elle a appelé ma mère, elle lui a dit, t'es où? Elle lui a dit, on est sur la route, on arrive. Et elle lui a dit, va vite à la maison, rentre. Genre, vas-y. Donc ma mère et mes parents, ils sont arrivés en panique. Et donc quand ils sont rentrés, ils m'ont vu dans un sale état. Donc on a été aux urgences, j'ai eu lavage d'estomac, tout ça. Et je suis restée pendant 1 mois à l'hôpital en pédiatrie. Ça a été la pire version de moi-même. À ce moment-là, j'avais plus rien à perdre. Tout le monde savait que j'allais mal, tout le monde savait que j'avais essayé de me tuer. Donc j'avais plus à faire semblant. Et donc là, j'ai tout enlevé mes filtres et j'ai été très dure. J'ai eu des termes très durs en disant que quand je sortirais, je trouverais le moyen, dans tous les cas, de mourir. Donc je suis sortie au bout d'1 mois et je me suis quand même laissé la chance et le temps de voir si ça pouvait aller mieux. Au mois de mai, je me suis dit, c'est bon, là, ça fait 5 mois, t'es toujours en piteux état, c'est encore pire qu'avant, genre, vas-y, ça sert à rien, genre, il n'y a pas de... Ça va pas mieux. Donc, dans ma tête, je me dis que c'est toujours la meilleure décision à faire, c'est encore une fois d'essayer de mourir. Cette fois, je prends un cutter et je m'ouvre les veines. Ma mère, encore une fois, la pauvre, elle prend un chiffon, elle le met sur ma plaie et puis on fonce à l'hôpital. Et cette fois, je fais 1 semaine en psychiatrie. Et là, mon papa, il me dit « Ok, on change de tactique. Maintenant, on va être un peu plus dur. » Il m'a dit « Écoute, tu as 2 solutions. Soit tu es une faible et tu continues de t'apitoyer sur ton sort et tu continues de vouloir mourir et tu continues de pleurer et de tout ce que je faisais finalement. Donc tu choisis le chemin le plus facile. Ou soit tu es vraiment quelqu'un de notre famille et puis tu te bats. Parce que nous, chez nous, on se bat. Accepter le fait que c'est pas quelque chose que tu peux enlever. C'est pas une chirurgie. T'aimes pas ton nez, tu vas te refaire le nez. Là, c'est pas quelque chose que tu peux enlever. Donc tu apprends à t'aimer, tu apprends à t'accepter. Et puis tu bouges tes fesses pour essayer de vivre pour de vrai. Donc je vais dans ma salle de bain et là je me mets une énorme gifle et je me dis ok, maintenant il va falloir qu'on s'accepte, qu'on s'aime, qu'on s'entraide. Et là je parle à ma maladie
Si on va te trouver un nom, on va t'appeler Gilou. Donc à ce moment-là, je l'ai appelé Gilou. C'est de là que vient Gilou. Et je suis maintenant, on va s'accepter, on va s'aimer parce que si on le fait pas, tous les deux, on va mourir et on va faire souffrir tous les gens qu'on aime. Le lendemain, je me suis réveillée, j'étais voir mes parents et je leur ai dit, papa, maman, j'arrête les médicaments. Je n'en prendrai plus jamais de ma vie et je vais vivre. Et plus jamais j'essaierai de mettre fin à mes jours. Mes tics sont revenus et à ce moment-là, j'ai dit, welcome, hein. On va apprendre à s'aimer. Et ça a été mon meilleur médicament que de m'accepter parce que plus je m'acceptais, plus je m'aimais et moins j'en avais. Et puis il y a toujours eu la musique aussi, qui m'aidait beaucoup. La musique, elle a commencé quand j'ai eu 7 ans. Du coup, un soir, on était chez des amis de mes parents et j'étais la seule enfant. Et j'ai décidé de mettre karaoké sur YouTube. Et la première chanson qui est sortie, c'était Sia et David Guetta. La chanson, c'était Titanium. Et du coup, c'est la première chanson que j'ai chantée. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de tics. J'avais plus rien. Et du coup, j'ai décidé de le garder pour moi. J'en ai parlé à personne. Pendant 10 ans, ça a été comme ça. J'en ai parlé à personne. Je chantais dans ma chambre à chaque fois que j'en avais l'occasion. Et ensuite, ma vie a basculé. Là, j'arrive à mes 23 ans. Ça fait 4 ans que je fais de la musique. Ça fait 1 an que j'ai rencontré une des personnes les plus importantes dans ma vie actuellement, qui a vraiment fait en sorte que toute ma vie change. C'est mon producteur qui s'appelle Fredo Po. Un jour, on s'est rencontrés, il m'a dit, écoute, viens, il n'y a personne qui a jamais cru en toi, tu as une vie archi dure, moi je vais croire en toi et je vais te montrer que ça peut marcher en fait. Ça faisait 1 semaine qu'on se connaissait, il m'a invitée chez lui, chez sa femme, il m'a présenté à sa femme, à ses enfants. Et il m'a dit, tu viens dîner avec nous. Donc je suis venue dîner à la maison. Et là, il me dit, dans un quart d'heure, il y a Oshi qui arrive. C'est une chanteuse que j'écoute depuis toute petite, donc je suis hyper impressionnée et un peu intimidée aussi. Et au final, quand elle arrive, ça se passe tellement bien. À la fin du repas, on se tape dans la main, on se dit qu'on va écrire une chanson ensemble. Et puis on a sorti Memento. Et ça a été du coup un peu le début de tout. Aujourd'hui, je me sens accomplie mentalement. J'aimerais pas être quelqu'un d'autre. Il y a toujours des moments où ça va un peu moins bien. Et encore une fois, c'est ok de pas toujours aller bien. Mais 90% du temps, ça va. Ça va même très très bien. Puis je vis de mon rêve tous les jours. Dans mon album, j'ai vraiment voulu raconter tout ce qui m'était arrivé. On touche à plein de sujets. On parle de la Tourette, on parle des garçons qui m'ont pris pour un pari. On parle du fait qu'il y a eu des moments où j'ai été effrayée d'aimer. Mais j'essaie toujours d'apporter cette note positive parce que je suis encore là et que je me suis battue et que la vie elle est trop belle et que même quand on a l'impression que tout est fini, en fait non. Quand je parle avec mon public, avec les gens qui m'écoutent et avec les gens qui me suivent, j'essaie toujours de leur dire s'il vous plaît, gardez, accrochez-vous, même si ça va pas maintenant, dans quelques années ça finira par aller, mais seulement si vous décidez d'aller mieux. C'est peut-être la recette pour aller bien, de se dire que la clé elle est entre nos mains.